En plein été 1992, une fille nommée Misty se rend à une foire avec sa copine. Les filles se promènent dans la foule, mangent de la barbe à papa, prennent des glaces et s'amusent. Mais, à l'heure de rentrer, Misty rate le dernier bus. Sa copine Trina la laisse à l'arrêt du bus et rentre à pied. Trina est la dernière personne à avoir vu Misty vivante. Où est-elle? Sa mère en larmes implore de l'aide pour retrouver sa sœur. Les rideaux se lèvent sur Misty, une jeune fille de 14 ans. Dès le premier regard, elle captive par sa taille d'1,74 m, impressionnante pour son âge, ainsi que par la longue chevelure blonde et ses yeux verts perçants. Misty vit avec sa mère Diana. Depuis sa séparation avec le père de la jeune fille, elle avait tout fait pour lui offrir une vie stable et heureuse. Cette épreuve avait forgé un lien puissant entre elles, un mélange d'amour inconditionnel et de complicité qui ne pouvait être brisé. Misty n'était pas seulement sa fille, non, elle était aussi sa plus grande fierté. Et il y avait de quoi. Misty était une bonne élève, studieuse et appliquée. Mais au-delà de ses résultats scolaires, c'était sa personnalité qui marquait les esprits. Toujours entourée, elle n'avait aucun mal à se faire des amis. Son humour et sa capacité à rire d'elle-même faisaient d'elle une présence lumineuse. Une de ces personnes qu'on aime naturellement côtoyer. Anna et Misty étaient proches, très proches. Leur lien, forgé par des années de complicité et d'épreuves, était indéniable. Mais, comme dans toutes les relations, des tensions existaient aussi. Parfois, elles se disputaient violemment. Et l'été précédent la disparition de Misty fut marqué par l'une de leurs plus grandes querelles. Ce soir-là, Diana rentre du travail, fatiguée, et ne trouve pas Misty à la maison. L'angoisse la submergea immédiatement. Et sans réfléchir, elle saute dans sa voiture et fonce au poste de police pour signaler la disparition de sa fille. Mais à peine rentrée chez elle, son cœur encore battant à tout rompre, elle découvrit Misty tranquillement assise dans sa chambre comme si de rien n'était. Le soulagement fut instantané. Mais il laissa place à un profond embarras, honteuse de s'être affolée pour rien. Ce faux signalement fut rapidement classé sans suite. Personne n'y prêta plus attention. Pourtant, quelques semaines plus tard, quand Misty disparut pour de bon, cette alerte oubliée allait prendre une autre signification. Le jour de sa disparition, Misty s'était rendue à la foire de l'état de... Désolée, je vais écorcher ce nom. Je ne sais vraiment pas comment ça se prononce. Puyallup. Avec sa meilleure amie Trina. Sa mère Diana avait hésité de la laisser y aller, sachant qu'elle travaillait tard et ne pourrait pas aller la chercher. Mais face aux supplications de sa fille, elle finit par céder. D'accord, mais tu dois t'organiser pour rentrer et me tenir au courant, avait-elle insisté. D'accord, pas de souci, avait répondu Misty. Je prendrai le dernier bus pour Spanaway à 20h40. Diana travaillait de longues heures auprès des personnes âgées, n'avait pas d'autre choix que de faire confiance à l'indépendance de sa fille. Misty avait l'habitude de se débrouiller toute seule. Mais ce soir-là, quelque chose a dévié du plan. Misty n'est jamais rentrée. Les filles ont traîné à la foire un peu plus tard que prévu, absorbées par l'agitation de l'événement. Résultat, elles ont raté le dernier bus. Quand Misty s'est rendue compte de la situation, elle a appelé sa mère, espérant trouver une solution. Mais Diana, épuisée et en pleine garde auprès d'un patient de 97 ans, n'était pas de bonne humeur.
Elle avait été déçue par l'irresponsabilité de sa fille qui l'avait bien souvent surprise par son indépendance. « Misty, il est tard. Tu m'as déçue, lui répondit-elle. Diana, inquiète, insista alors. « Tu dois trouver un moyen de rentrer. Appelle quelqu'un pour te ramener. » Répondit d'un ton résigné. « Oui, d'accord. J'appellerai Ruben. » Ruben n'était pas le genre d'ami que Diana appréciait particulièrement. Ruben Schmid, 18 ans, était bien plus âgé que Misty, qui n'avait que 14 ans. Leur relation avait toujours été un sujet de malaise pour Diana, qui percevait clairement l'intérêt que Ruben semblait porter à sa fille. Cette différence d'âge et son comportement enjoué, parfois un peu trop pressant, mettait Diana très mal à l'aise. Un soir, alors que Misty était au téléphone avec Ruben, Diana avait surpris une conversation qui la fit se figer de colère. Ruben, d'une voix presque nerveuse, avait dit à Misty qu'il était excité en la regardant. Et sans hésiter, elle s'était précipitée vers la porte et d'un ton ferme lui avait ordonné « Raccroche immédiatement ». Diana avait refusé l'idée que Ruben vienne chercher Misty. Elle attendait, espérant que sa fille respecterait ses paroles et ferait appel à une autre personne. Mais cette conversation qui semblait si banale à l'époque allait marquer le début d'un silence inquiétant. Diana avait raccroché en se disant qu'elle serait prévenue si Misty trouvait une solution. Mais ce message ne vint jamais. Pendant que Misty était au téléphone avec sa mère, Trina, quant à elle, habitant quelques kilomètres à peine du centre-ville de Puyallup, où elle se trouvait, se sentit capable de rentrer à pied. « Je vais y aller, Misty, » dit-elle en se préparant à partir. Misty hocha la tête. Trina n'hésita pas et commença à s'éloigner, marchant tranquillement dans la rue, laissant Misty seule à l'arrêt du bus. Diana attendait toute la nuit. Les minutes semblaient s'étirer, chaque seconde se transformant en une éternité. Elle espérait, mais ne recevait toujours pas l'appel de Misty. Elle ne laissait pas ses pensées aller au pire. Non. Parfois, une pensée fugace traversait son esprit, mais elle la repoussait aussitôt. Elle se disait que Misty avait probablement trouvé un moyen de rentrer. Elle tenta même de joindre la maison, composa le numéro fixe, mais encore une fois, il n'y avait pas de réponse. Diana se dit alors que sa fille devait être profondément endormie. Le lendemain matin, Diana rentre chez elle, épuisée, les pensées en vrac. Dès qu'elle ouvre la porte, un silence l'accueillit. « Misty !» l'appela-t-elle, mais aucune réponse. Un frisson la traversa alors qu'elle s'élança vers la porte de sa fille. La porte était entrouverte, mais la pièce était vide. Le cœur de Diana s'emballa. Elle se précipita alors dans le salon, à la recherche de la moindre trace de Misty. Mais il n'y avait rien. Le premier réflexe de Diana fut de prendre son téléphone et de composer le numéro de tous les amis de Misty. Elle commença bien sûr par Trina, mais elle ne répondit pas. Trina était à l'école. L'inquiétude grandit. Diana ne pouvait pas attendre. Non, elle enfila ses chaussures, monta dans sa voiture et se rendit directement chez Trina. Arrivée devant la porte, elle écrivit un mot, lui demanda de la contacter dès qu'elle rentrerait. L'attente devenait insupportable. Chaque minute semblait une éternité. Diana se mit à rappeler tous les autres amis de Misty auxquels elle pouvait penser. Elle les interrogea, espérant obtenir un signe, une trace, une information. Personne n'avait de nouvelles. Elle appela aussi la grand-mère de Misty, pensant que sa fille aurait pu s'y rendre. Mais là encore, la réponse fut négative. Elle n'y était pas. Les derniers espoirs de Diana s'effritaient. C'est alors qu'elle décida d'appeler Ruben, la dernière personne à qui Misty avait fait appel. Et il répondit. « Oui, Misty m'a appelé, lui dit-il.
Elle m'a demandé de la ramener, mais je n'avais pas d'essence. Alors j'ai dit non. Diana n'hésita plus, le cœur battant. Elle composa le 911, demandant de l'aide. Madame, nous comprenons votre inquiétude, mais tant que 30 jours ne se sont passés, madame, il est impossible d'agir. Votre fille est considérée comme une fugueuse. Les mots de l'opérateur résonnèrent comme un coup de poignard. Fugueuse? Ce terme semblait tellement vide, tellement détaché de la réalité de ce que Diana vivait. Misty n'était pas une fugueuse, non. Elle n'était pas partie de son plein gré, non. Elle était là, quelque part, peut-être en danger. Mais personne ne semblait vouloir l'entendre. La situation se compliqua davantage. Diana se rendit compte que l'affaire était un véritable cauchemar juridictionnel. Diana et Misty vivaient à Spanaway, dans le comté de Pierce. Mais la disparition de Misty avait eu lieu à Puyallup, qui appartenait à une autre juridiction. Ce décalage administratif provoqua une série de conflits entre les deux services de police. La police de Puyallup en particulier insista sur le fait que Diana devait attendre 30 jours avant qu'une enquête puisse être lancée, en considérant Misty comme une fugueuse et non comme une personne disparue. Diana se trouva coincée dans un système où les frontières administratives semblaient plus importantes que le sort de sa fille. Chaque département renvoyait la responsabilité à l'autre, chacun arguant que l'autre avait la primauté. Le téléphone de Diana sonna enfin et c'était Trina. Allô? Oui? Oui, tata Diana. Oui, je suis rentrée à pied, moi, et j'ai laissé Misty à l'arrêt de bus. Diana décida de rappeler Ruben. Mais cette fois, lorsqu'elle composa le numéro de Ruben, ce ne fut pas lui qui répondit. C'était son colocataire James. Bonjour, c'est Diana, la mère de Misty, dit-elle d'une voix tendue. Ruben était-il chez vous toute la nuit hier? Un silence pesant. James répondit d'un ton calme, presque trop calme. Non, Ruben n'était pas là. Lui et son oncle sont sortis. Ils sont allés chercher Misty. Le choc fut immédiat pour Diana. Ruben avait pourtant juré qu'il n'avait pas d'essence cette nuit-là. Il avait dit qu'il n'avait pas pu ramener Misty. Mais maintenant, James venait de révéler qu'il était sorti avec son oncle pour chercher Misty. Cela changeait tout en fait. Diana ne lâcha pas Ruben. Elle rappela un peu plus tard. Cette fois, c'est Ruben qui décrocha. Sa voix calme mais un peu hésitante révéla que son colocataire avait fait une erreur. Il expliqua que oui, il était bien sorti de la maison, mais qu'il ne s'était pas rendu là où on lui avait dit non. En fait, il était allé à une fête et non pas à chercher Misty. Tout à coup, l'histoire prenait une tournure étrange. 3 versions différentes du même événement. En quelques heures seulement, Ruben avait changé complètement sa version des faits. Diana se sentait complètement perdue, noyée dans un océan de confusion. Elle avait l'impression que chaque porte se refermait sur elle. La police semblait inerte. Les amis de Misty ne l'avaient pas vue et elle se retrouvait seule, sans moyen d'agir. Mais alors qu'elle se sentait acculée, une idée lui traversa l'esprit. Si personne ne l'aidait, elle se tournait vers les médias, espérant qu'une couverture publique pourrait faire bouger les choses. C'était tout ce qui lui restait. Pendant ce temps, Tammy Horner, une femme qui travaillait au bureau du shérif du comté de Pierce, observait la situation d'un œil plus attentif que les autres. Ce matin-là, elle avait pris quelques minutes pour parler à Diana alors qu'elle déposait son rapport de personnes disparues.
Tammy, d'un instinct inexplicable, avait un pressentiment, une intuition qui lui disait que cette disparition n'était pas celle d'une fugueuse ordinaire. Elle en parla à son supérieur, le capitaine Gary Smith, qui, après quelques minutes de réflexion, partageait son sentiment. Ce n'était pas normal. Je vais affecter un jeune adjoint à l'affaire, dit-il. Cet adjoint, c'est Brian Coburn, un nom que Diana pourrait bientôt se souvenir. Coburn, bien qu'enthousiaste, se retrouva rapidement limité dans ses actions. Il se rendit à quelques endroits, interrogeant les amis de Misty pour savoir s'ils avaient eu des nouvelles. Mais les réponses étaient toujours les mêmes. Non, on n'a rien entendu. Et c'était à peu près tout. Mais le silence de ces réponses ne signifiait pas pour Coburn que l'affaire était résolue. Non. Au contraire, quelque chose dans l'air de cette bureaucratie y avait un rayon d'espoir. Le capitaine Gary Smith du bureau du shérif du comté de Pierce examinait les rapports relatifs à l'affaire. Lorsqu'il les parcourut, quelque chose le frappa. Il écrivit une note, notant son mauvais pressentiment à propos de cette disparition. Il n'était pas convaincu que c'était une simple fugue. Pour lui, il y avait quelque chose de plus, quelque chose qui ne collait pas. Il suggéra qu'il faudrait enquêter davantage. Mais pendant que Gary Smith semblait s'y intéresser, Carver, de son côté, ne semblait pas vouloir faire d'efforts supplémentaires. La négligence continuait, mais au moins, quelqu'un commençait à douter. Au lieu de se concentrer sur la disparition de Misty, Carver choisit de se tourner vers le passé de Diana, comme s'il avait plus d'intérêt pour ses propres démons que pour la quête désespérée d'une mère pour retrouver sa fille. Il fouilla dans ses antécédents, cherchant à découvrir des failles, des faiblesses, des éléments qui pourraient justifier quelques suspicions. Et ce qu'il découvrit ne surprit pas vraiment Diana, bien qu'elle ait toujours espéré qu'il ne s'y intéresse pas. Diana avait aimé Misty de tout son cœur toute sa vie. Depuis sa séparation, elle s'était entièrement consacrée à sa fille, à la reconstruire, à lui offrir un foyer stable malgré tout. Mais Diana, comme tout le monde, avait ses propres batailles à mener. Elle avait un problème avec l'alcool, un combat qu'elle n'avait jamais vraiment pu gagner. L'alcoolisme avait été un énorme obstacle pour elle pendant presque toute sa vie d'adulte. Bien que cela ait créé des tensions et mis parfois leur relation à rude épreuve, Diana n'avait jamais laissé l'alcool détruire complètement sa vie avec Misty. Elles s'étaient soutenues mutuellement à travers les épreuves. Pourtant, pour Carver, ces détails sur le passé de Diana semblaient plus importants que la disparition de Misty elle-même. Ce n'était pas seulement la mère qu'il interrogeait, non, mais une femme qu'il percevait à travers ses défauts, comme s'il pouvait valider une quelconque hypothèse sur le sort de sa fille. Il ne mettait que très peu d'intérêt et son enquête, s'il en avait vraiment mené une, n'avait donné aucun résultat concret. Mais dans l'ombre de cette bureaucratie, il y avait un rayon d'espoir. Carver déterra des détails qui, à ses yeux, pouvaient servir à étoffer son portrait de Diana. Son casier judiciaire n'était pas vierge. Quelques condamnations pour conduite en état d'ivresse et une condamnation antérieure pour fraude aux allocations sociales. Ces éléments semblaient justifier pour lui un doute sur la crédibilité de Diana. Mais il ne voyait pas le tableau dans son ensemble. Diana n'était pas une criminelle, non, mais une femme qui avait fait face à des choix difficiles, des erreurs qu'elle regrettait et qui essayait à sa manière de s'en sortir. Il y a quelques années, Diana avait pris une décision qui, à l'époque, lui semblait la meilleure. Déménager Misty de Puyallup à Spanaway. Ce dernier quartier était considéré comme plus agréable, une chance de donner à sa fille un environnement un peu plus favorable. Pendant ce temps, Diana travaillait pour subvenir aux besoins de sa famille. Elle avait aussi recouru au bon
d'alimentation. Elle savait que ce qu'elle avait fait était très mal, mais dans sa tête, elle se battait pour sa fille. Elle voulait lui offrir une vie meilleure, un avenir où Misty ne manquerait de rien, où elle serait protégée de tout ce qu'elle-même avait dû affronter. Elle avait reconnu ses erreurs. Elle avait pris la décision de se rendre au bureau d'aide sociale, confessant ce qu'elle avait fait. Leur réponse fut relativement clémente. Ils lui demandèrent de rembourser l'argent qu'elle leur devait et lui accordèrent une peine différée. Elle n'est jamais allée en prison. Elle avait réussi à rembourser toute sa dette, mettant son erreur derrière elle. Cependant, Carver et les autres enquêteurs ne voyaient pas les choses sous ce jour-là. Lorsqu'ils fouillèrent les antécédents de Diana, ils déterrèrent aussi un rapport de personnes disparues qu'elle avait déposé pour Misty cet été-là. Vous vous rappelez au début quand elles avaient eu leur dispute et que Misty avait disparu mais qu'elle était revenue. Cela renforça leur conviction que Misty était une fugueuse puisqu'elle avait déjà disparu une fois auparavant. Aux yeux de Carver, Diana devenait le portrait d'une alcoolique et d'une criminelle malhonnête. Alors, Misty ne pouvait être qu'une fugueuse. Il n'y avait pas besoin de creuser davantage. Après environ 3 semaines, le sergent Carver se rendit à une station radio de Seattle et annonce publiquement que Misty est une fugueuse, qu'elle n'est pas une personne disparue et qu'elle ne mérite aucune attention. Il accuse Diana de mentir en affirmant que Diana cherchait simplement à attirer l'attention. À ce moment-là, les médias se sont emparés de l'affaire et ont commencé à parler de Misty comme d'une personne disparue, ce qui n'a pas du tout plu à la police. Carver, pour couper court à cette attention publique, affirme que Misty est une fugueuse et que Diana ment et cela se répand comme une traînée de poudre. Le résultat est immédiat et dévastateur pour Diana. Les journaux cessent de publier des articles à propos de Misty et les magazines retirent les affiches de disparition. La recherche s'arrête pratiquement car tout le monde semble désormais croire les accusations de Carver. Diana tente de contacter plusieurs médias et journaux pour continuer la recherche, mais elle se heurte à des portes closes. Ils lui disent qu'elle ment et ils refusent catégoriquement de l'écouter. Le sentiment d'isolement et de frustration de Diana grandit. Elle se retrouve totalement seule dans cette quête pour retrouver sa fille. C'est à ce moment précis qu'un individu totalement inattendu entre en scène. Cory Bobber, un citoyen ordinaire de Puyallup, mais un enquêteur amateur passionné. Cory était obsédé par une affaire, l'affaire d'un tueur de Green River, un meurtrier en série notoire de la région. Bien qu'il n'ait aucun lien avec la police, il s'était lui-même plongé dans l'enquête sur les meurtres, cherchant à identifier le responsable. Son principal suspect était un certain Randy Axe. Lors d'une rencontre fortuite avec Randy, ce dernier avait révélé des détails sur les meurtres de Green River que seule la police connaissait. Cory était convaincu que Randy était le tueur. Lorsqu'il confronta Randy à ce sujet, ce dernier expliqua que les informations venaient d'un capitaine de police qu'il avait croisé, qu'il avait rencontré par hasard dans un bar. Quelle coïncidence! Mais pour Cory, ce détail n'avait pas d'importance. L'esprit de Cory était fait. Randy était coupable. Malgré les années et l'évidence qui allait dans le sens de l'innocence de Randy, Cory n'abandonna jamais sa conviction. Il continua de harceler la police, fouillant la maison de Randy à la recherche de preuves. Bien que Randy ait été innocenté et un certain Gary Ridgway ait finalement été identifié comme le véritable tueur de Green River, Cory n'a jamais changé d'avis. La police considérait Cory comme un homme avec un problème mental en raison de ses obsessions et de son comportement irrationnel. Cory lui-même admettait avoir un trouble obsessionnel compulsif, TOC, mais cela ne l'empêcha pas de poursuivre sa quête. C'est ce même Cory, avec ses méthodes peu conventionnelles et sa détermination farouche, qui se dirigea vers Diana pour lui offrir son aide. Bien qu'il ne soit pas professionnel, il était un homme de conviction et voyait dans l'affaire de Misty un mystère qu'il devait résoudre.
Corey, malgré les multiples rejets de la part de la police, n'abandonna pas sa quête pour résoudre le mystère autour de la disparition de Misty. Il avait une théorie qu'il appelait son schéma, basé sur les disparitions précédentes d'adolescentes dans la région de Puyallup. Il s'avère que 2 autres filles, Kim Delange et Anne Chikovo, avaient disparu et étaient retrouvées dans la même clairière 2 ans et 2 mois d'écart. Bien que la police ne l'ait jamais pris au sérieux, Corey était convaincu que ce schéma allait se répéter. Il croyait qu'une 3e adolescente disparaîtrait en septembre 92 et c'est exactement ce qui s'est passé avec Misty. Corey, il y a 2 personnes, 2 adolescentes qui ont disparu en 2 mois d'écart. Donc, basé sur ce schéma répétitif, Corey s'est dit, selon ses calculs, qu'en septembre 92, une autre adolescente disparaîtrait. Et cela est arrivé, c'est en septembre que Misty a disparu. Lorsqu'il appela Diana pour lui dire qu'il savait que sa fille était morte, il ne s'attendait pas à la réaction qu'il reçut. Diana, bien que sous le choc, choisit de croire en Corey. Elle savait au fond d'elle que Misty n'était pas une fugueuse et que quelque chose de bien plus sinistre était en jeu. À ce moment-là, Corey devenait la seule personne prête à l'écouter et à prendre son côté. Cependant, la police restait inflexible. Corey, déterminé, appela le sergent Carver pour lui rappeler qu'il avait raison. Mais Carver, de son côté, restait dédaigneux. Il continuait d'affirmer que Misty était simplement une fugueuse et insista sur le fait que Diana avait des antécédents d'alcoolisme, accusation qui entacha encore plus la crédibilité de Diana dans l'affaire. Carver soutenait que tout ce que Diana disait était suspect et que Misty finirait par revenir chez elle un jour. Carver annonça également que l'affaire serait désormais prise en charge par le département du shérif du comté de Pierce, car l'enquête ne relevait plus de Puyallup étant donné que Misty avait disparu là-bas. Corey ne se laissait pas décourager. Il se rendit directement au comté de Pierce pour rencontrer Brian Coburn, rappelé le premier adjoint qui a été mis sur l'affaire. Coburn, tout comme Carver, allait ses préoccupations d'un revers de main, répétant que Misty finirait par revenir d'elle-même et qu'il n'y avait plus rien à faire. Le plus choquant, c'était la dernière remarque de Coburn à Corey. Il lui déclara que même si Misty était retrouvée, les dernières personnes qu'il informerait seraient lui et Diana, la maman. Cette phrase marqua l'apogée de l'incompétence et de l'indifférence de la police dans l'affaire. Le manque de volonté de collaborer, voire d'écouter les indices qui se présentaient, montrait une négligence totale de leur part. À ce moment-là, Corey était plus déterminé que jamais, convaincu que la police ne ferait rien de plus pour retrouver Misty et que seul un citoyen comme lui pouvait encore espérer résoudre le mystère. La situation se détériorait de plus en plus pour Diana. Coincée entre l'incompétence flagrante de la police et la détermination obsessionnelle de Corey, la police continuait de rejeter la théorie de Corey et traitait l'affaire comme une fugue. Lorsqu'ils lui firent comprendre que même si Misty était retrouvée morte, ils ne partageraient pas l'information avec lui ni avec Diana. Corey ne pouvait plus rester silencieux. Il lui dit froidement que Misty avait sûrement été assassinée et que le corps serait retrouvé tôt ou tard. La réponse glaciale de Coburn, selon laquelle si Misty était retrouvée assassinée, c'était le destin d'une fugueuse et qu'il n'y avait rien à faire, renforçait l'impression que la police ne voulait tout simplement pas chercher. Alors que Diana se tournait vers l'alcool pour faire face à la douleur de la perte de sa fille, son comportement devenait encore plus une arme contre elle aux yeux des autorités. La police ne voulait pas la soutenir, décidait même d'agir contre Corey. Il montait une opération pour l'arrêter en le piégeant pour un trafic de drogue. 15 octobre, il l'arrêtait pour des accusations qui, bien que mineures, étaient traitées de manière extrêmement sévère. Corey se retrouvait accusé de plusieurs chefs de trafic de drogue.
ce qui le mettait dans une situation extrêmement difficile, avec une possible peine de prison de 4 ans. Mais l'arrestation de Corey ne faisait que renforcer son désir de continuer à aider Diana à retrouver sa fille. Il sortait sous caution, mais la police, voyant son rôle dans cette affaire, conseillait à Diana de se détacher de lui. Il lui disait qu'il finirait par l'entraîner dans sa folie et qu'elle devait l'éviter à tout prix. Diana, à ce moment-là, était perdue et ne savait plus vers qui se tourner. Elle avait la police qui était de plus en plus indifférente à sa situation et Corey, bien qu'un peu déséquilibré, était le seul vraiment à l'écouter et à se battre pour sa fille. Dans un élan de désespoir et de frustration face à la police, bien que la police lui a interdit de parler et de collaborer avec Corey, Diana demanda à nouveau l'aide de Corey. Et c'était le début d'un tournant décisif dans l'affaire. Puisque Misty n'était plus officiellement une fugueuse, parce que les 30 jours avaient expiré, elle devait attendre 30 jours pour ne plus être considérée comme une fugueuse. Cependant, cela ne changeait pas la perception de la police, qui continuait à penser que Misty avait simplement fugué. Ce n'était qu'une formalité administrative pour remettre son nom dans le registre des disparus. Le véritable changement se produisit en novembre, lorsque la police décide de réouvrir l'affaire du tueur de Green River. Corey avait toujours cru que Misty, tout comme les 2 jeunes filles qui avaient disparu précédemment, étaient liées à ce tueur en série. Même si sa théorie était ignorée pendant des mois, l'inclusion de Kim et de Hannah, les 2 filles qui avaient disparu, dans la liste des victimes possibles du tueur de Green River validait l'idée que Corey n'avait pas tort. Il se sentait en fait justifié, pensant que la police était en train de se rendre à l'évidence, même s'il n'avait pas été celui qui a poussé la police à faire réouvrir l'enquête. Corey avait l'intuition que Misty se trouvait quelque part près de l'autoroute 410, là où les 2 adolescentes avaient été retrouvées. Et il rassemblait un groupe pour effectuer des recherches. Le processus était devenu comme une sorte de spectacle médiatique où Corey, déterminé à prouver cette théorie, ne laissait rien au hasard. Il avait même fait appel aux médias pour amplifier son message. Mais malgré toute l'énergie qu'il avait mis dans cette quête, la recherche n'aboutissait à rien de concret. Diana apparaît à la télévision dans l'émission Northwest Afternoon où elle parle de la disparition de Misty. Elle est accompagnée de Trina et d'un détective du comté de King, Jim Douillon. Ce dernier, spécialisé dans les homicides, a consacré des années à l'affaire du tueur de Green River. En écoutant Diana, il ressent immédiatement un malaise. Quelque chose ne colle pas. Intrigué, il décide d'enquêter par lui-même. La semaine suivante, il se rend sur l'autoroute 410 et passe des heures à explorer la zone à pied. L'autoroute 410, vous vous rappelez, c'est l'autoroute où les 2 filles avaient été retrouvées. Les 2 filles dont Corey parlait qu'ils avaient disparu dans l'intervalle de 2 ans avaient été retrouvées. Cherchant le moindre indice lié à Misty, il ne trouve rien. Mais pour Diana, le simple fait qu'un détective chevronné s'intéresse à l'affaire de Misty est une avancée inespérée. Peu après, Corey réalise qu'il avait fait une grave erreur. Il comprend qu'il fouille au mauvais endroit. Il organise donc une nouvelle recherche, relançant l'intérêt des médias et mobilise une équipe sur le terrain. Le 7 février, l'équipe de recherche retourne sur l'autoroute 410, cette fois du côté sud. Il ne fallait pas longtemps avant qu'ils ne fassent une découverte. Dans un monticule de terre, ils trouvent un jean bleu, une chaussette bleu marine et des sous-vêtements de fille. Et que Diana pose les yeux sur le jean, un modèle délavé, avec les revers retroussés, elle s'effondre. Elle le reconnaît instantanément. C'était le sien. Elle l'avait prêté à Misty ce soir-là pour sa sortie à la foire. Depuis la disparition de Misty, elle savait au fond d'elle-même qu'un crime avait eu lieu.
Mais voir ses vêtements abandonnés sur le bord de la route, froissés et exposés, était toute une autre réalité. Ce choc l'a anéanti. Des témoins ont raconté que toute combativité l'avait quittée à cet instant et qu'elle avait poussé un cri inhumain, un son déchirant qui traduisait toute son horreur et sa douleur. Mais cette découverte a semé un doute dans l'esprit des autres. Ces vêtements étaient-ils vraiment là depuis le début? Une semaine plus tôt, Jim Doyon avait fouillé cette même zone sans rien trouver. Petit à petit, la suspicion s'est installée. Et si Corey les avait placés là lui-même? Diana, elle-même inquiète des agissements de Corey, avait déjà signalé ses doutes à la police. Pourtant, certains enquêteurs ont commencé à envisager une autre hypothèse encore plus troublante. Et si Diana et Corey avaient orchestré cette découverte ensemble pour faire pression sur les autorités? Bien sûr, Diana et Corey voulaient prouver que Misty avait été victime d'un crime. Et pouvait-on réellement imaginer qu'une mère irait jusqu'à là? Quiconque avait assisté à la scène pouvait témoigner. Diana ne s'attendait pas à cette découverte.